Alors on va commencer du plus jeune et on va aller vers le plus vieux. On ne fait pas toujours comme ça, hein. Il y a certains crus où on va du plus vieux au plus jeune, mais en fait c'est les crus, il ne faut pas le répéter, qui n'étaient pas terribles il y a quelques années et qui ont fait des progrès. Donc généralement les vins les plus jeunes sont les meilleurs et il vaut toujours mieux, on est des bons garçons, il vaut toujours mieux terminer sur une bonne note. Là sur Pape Clément, ça fait un moment, je pense que Michel sera d'accord avec moi, depuis 86. 85-86, depuis qu'on a dégagé Pape Clément de ses faux goûts du début des années 80. Voilà, ça fait donc un certain temps qu'il y a un travail. D'ailleurs, on va forcément parler de Bernard Magret, mais 85-86, c'est le moment où Bernard Magret a commencé à prendre en main Pape Clément. 2009, tout le monde le sait, c'est un millésime qui a été acclamé par la presse mondiale et aussi par les amateurs, parce qu'il a fait très beau. Il a fait très beau pendant les vendanges, donc on a eu des vins très riches, très généreux, très faciles à comprendre tout de suite et en même temps très bien constitués pour le vieillissement. C'était un millésime vraiment extrêmement épanoui dès les dégustations primeurs. C'était quelque chose spectaculaire à un point rarement atteint. Moi, je suis un tout petit peu plus jeune que Michel, je n'ai pas goûté les 82 au primeur, mais on n'avait jamais eu cette impression comme ça, explosive, épanouie, riche, dès les primeurs. Bon, on va voir comment il se passe. Avec des forts degrés d'alcool, parce que le raisin était très mûr, mais c'était quand même un millésime qui se goûtait très bien. Et comme toujours, dans ces millésimes de soleil, eh bien, en vieillissant, et en commençant leur vieillissement, qui va encore se poursuivre, j'espère, pendant de nombreuses années, les vins se rééquilibrent dans le sens de leur terroir et dans le sens de leur nature profonde. Donc ce 2009 est moins explosif qu'à la naissance. Il commence à aller vers les arômes un peu fumés, un peu très particuliers des grands Pessac, mais il a gardé le velouté de texture et la noblesse de tanin de sa naissance. C'est un vin extrêmement bien fait à partir de raisins mûrs qui illustre le meilleur du savoir-faire moderne de Bordeaux. Ouais, ce qui est frappant, ce qui est très 2009, c'est l'onctuosité et le velouté. Et ce qui est très frappant aussi, c'est finalement le classicisme de ce vin. Voilà. Il est beaucoup moins dans les pattes qu'on pourrait le penser. Il a déjà une structure, une élégance qui est très classique et très Pessac. Voilà. Et à Pessac, une des grandes chances de Pessac, c'est que les merlots sont d'une qualité assez exceptionnelle. Et donc on ne sait pas trop si le vin est fait avec du cabernet ou du merlot, ou si avec du merlot dominant ou du cabernet. C'est un vin sans couture, comme dirait le grand Geoffroy de Dom Pérignon, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement avec quel raisin c'est fait. Il y a les qualités du merlot, il y a les qualités du cabernet sauvignon, et ça c'est la force des grands Pessac, c'est-à-dire Pape Clément en fait, Mission Ambryon et Aubryon, bien sûr. Oui, c'est un caractère quand même, on ne va pas parler de Mission et d'Aubryon, mais on a quand même un caractère d'identité. On est clairement sur Pessac. Pessac, c'est une vraie appellation. Enfin, à l'intérieur de Pessac. Et là, on est dans ce style-là. Finalement, assez différent de l'Oignon. Alors 2008, bon, c'était une année qui était considérée comme classique par les Bordelais. Donc les mauvaises langues disent, quand les Bordelais disent c'est une année classique, c'est une année merdique. Bon, c'est-à-dire une année où c'est pas bon, mais c'est pas ça que ça veut dire une année classique, ça veut dire une année de climat océanique où les Bordeaux ont le caractère, les Bordeaux réussis ont le caractère et l'équilibre le plus original de Bordeaux, c'est-à-dire des vins qui sont justement l'équilibre même, à condition de savoir les vendanger mieux. Et c'est exactement le cas de ce vin. Il est peut-être moins dans l'onctuosité, moins dans le velouté que le 2009, mais quel équilibre et quelle maturité aussi. On n'a pas du tout le manque de maturité qu'on peut craindre dans 2008, ça c'est Pessac aussi. Pessac est plus précoce puisqu'on a ce microclimat de la ville de Bordeaux, puisque c'est dans la ville de Bordeaux,
hein, il y a des maisons tout autour, hein, c'est protégé, c'est sauvé hein, de la ville de Bordeaux, et c'est aussi le signe d'une grande propriété qui vendange parfaitement bien, qui vinifie parfaitement bien, et qui sélectionne parfaitement bien. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce vin, c'est sa fraîcheur, son côté épicé, cette vivacité, mais qui n'est pas de la minceur, hein, qui est tonique, hein, ce côté tonique. Le 2009 est un vin d'opulence épiscopale, hein, vraiment cardinaliste, enfin tout ce que vous voulez, c'est pour le Vatican. Ça, c'est peut-être pour des gens qui sont un tout petit peu moins, voilà. Et en tout cas, ça montre aussi l'autre caractéristique de ce vin, c'est qu'il est quand même exactement dans les mêmes clous que le 2009. C'est-à-dire que ce travail du tanin, cette finesse de tanin, le registre aromatique et en même temps cette rondeur entre Merlot et Cabernet qui est effectivement indéchiffrable, on le retrouve tout aussi bien en 9 qu'en 8 dans un style de millésime qui est effectivement différent. Et ça, c'est quand même le travail des grandes propriétés bordelaises aujourd'hui. C'est qu'ils interprètent chaque millésime, ils ne sont pas victimes de chaque millésime comme ils pouvaient l'être avant. Alors le millésime 2007, c'est très amusant, c'est un millésime évidemment que tout le monde a très mal perçu parce qu'il suivait le 2005 qui avait été très bien vendu et on ne voulait absolument pas d'augmentation de prix, ce qui est tout à fait normal, et donc il fallait vraiment, pour calmer les Bordelais, leur dire que c'était très mauvais. Donc tout le monde a trouvé que 2007 c'était mauvais et que le raisin n'était pas mûr. En fait, il fallait l'attendre pour qu'il mûrisse, et il y a eu des vins tout à fait exceptionnels qui ont été produits. Ouais, c'est une année où l'été a été long à se dessiner, il y a eu de plus en plus d'années comme ça, hélas, mais qui a duré avec un mois de septembre qui a rattrapé les choses. Et là aussi, les Bordelais ont leurs expressions, ils disent « Oh, j'ai eu très peur hein, cette année », et puis finalement, ça s'est pas mal passé. Ça s'est très bien passé d'ailleurs dans un certain nombre de régions, mais avec des formats de vin là beaucoup moins puissants et complets que dans les grandes années classiques. C'est ça qui fait la caractéristique de ce millésime, c'est plutôt de la petite mécanique de précision. C'est de la petite mécanique, sauf que quand on fait l'analyse des vins, il y a plus de degrés naturels, plus de tanin hein, que dans les millésimes mythiques et légendaires 59, 61 ou 64. Donc c'est pour vous dire que ce qu'on appelle petit millésime aujourd'hui serait champion olympique il y a c'est pas petit millésime. Et ça, moi, ça m'a toujours rappelé 53. J'ai toujours dit, vous verrez que les grands 2007 seront l'équivalent des 1953, c'est-à-dire l'épitome de l'élégance bordelaise. Avec cette fraîcheur, cette finesse de tanin, ce raffinement de toucher. Et ce qu'il faut faire pour ce type de millésime, pour clouer le bec à tous ceux qui écrivent n'importe quoi à la naissance, c'est de leur faire regoûter 5 ans après sans leur dire quel est le millésime. C'est-à-dire qu'on goûte les millésimes dans le désordre. Et je parie que ceux qui ont dit que c'était fait avec du raisin pas mûr lui mettront une meilleure note que le 2009. À l'aveugle, s'ils ne savent pas et qu'on présente les vins dans le désordre absolu de millésime, ce que j'engage les propriétaires de faire pour faire comprendre enfin aux gens quelles sont les vraies différences entre les millésimes, qui ne sont pas grands et petits, qui sont des différences de caractère. Alors 2006, c'est un millésime qui là aussi a une réputation qui a été... bon, il venait après 2005 et on lui a collé assez vite une idée de tanin raide, de millésime dur à se faire, de pas drôle, etc. Je pense que là aussi on s'est pas mal trompé, enfin certains en tout cas se sont pas mal trompés dans la description, dans la caricature de ce millésime, et ça va être intéressant de goûter Pape Clément qui à mon avis est tout sauf mal. Alors c'est un millésime assez curieux et qui gêne beaucoup les dégustateurs jeunes parce que c'est pas un millésime à Merlot, c'est un millésime à Cabernet. C'est-à-dire que c'est le cépage tardif qui a mieux réussi que le cépage précoce. Alors comme toujours, ils sont en attente d'avoir des grands Saint-Émilion, des grands Pomerol tout de suite. Comme c'était pas très bon en Merlot, ils ont dit que c'est pas un bon millésime. Ce qu'ils ont oublié, c'est que 15 jours après, il a fait beau et le Cabernet Sauvignon, lui, est arrivé à une très belle maturité. Vous savez que Michel est président de la fédération des vins de la sauvegarde du Cabernet Sauvignon. Voilà, et du Cabernet Sauvignon en général.
Et vous voyez le caractère épicé, hein, ce qui me plaît beaucoup dans ce vin, qui est très sérieusement constitué, hein, qui est plus dans une certaine tradition bordelaise d'énergie. C'est qu'il truffe d'abord au nez, il commence à prendre des arômes vraiment magnifiques, hein, qui sont les arômes de Pessac, qui fait que les Pessac ont toujours été très bons avec les gibiers, les perdreaux, les perdrix, etc., les colverts. Il a en même temps ce tanin plus solide que les deux précédents. C'est le premier millésime là, de la série qui entre dans une seconde phase, dans une phase aromatique secondaire, et ce côté effectivement truffe, épice qui est très marqué et qui est tout à l'heure, même le 2007, on était sur un fruit encore très pur et très primaire. Là, on passe dans une seconde phase et après, il a une structure tannique qui est effectivement marquée, mais qui n'a pas du tout la dureté dont je parlais, que certains craignent. Au contraire, c'est une cathédrale. Et oui, un millésime qui a été évidemment idéalisé par la critique américaine en particulier, qui a fait sa dernière grosse spéculation sur ce millésime, qui effectivement était un très beau millésime, puisque on peut rien dire, il a fait beau un peu avant et pendant toutes les vendanges, et on a pu vendanger des raisins mûrs. Moi, ce que j'avais trouvé, c'est que le printemps avait été quand même un printemps très sec, et que dans certains cas, on pouvait trouver les tanins pour une fois un peu secs. Hein, il n'y a pas eu la moitié d'une pluviométrie normale en 2005. Beaucoup plus sec que 2003 par exemple. On se trompe beaucoup sur ces 2 années. 2003 c'était la canicule et 2005 c'était une sécheresse. Donc on a quelquefois des tanins un peu plus raides. Et ce vin a une finesse, il a vraiment le caractère de Pape Clément, mais pour mon goût personnel, il n'a pas l'amplitude du 2006 par exemple. Je trouve le 2006, je dis comme je le pense, le 2006 de Pape Clément est un plus grand vin que le 2005. Voilà. Mais comme quoi, les vins de certains grands millésimes unanimement appréciés sont certainement très bons, mais ils ne sont pas toujours parmi les plus spectaculaires. Alors, c'est certainement le vin depuis le début qui se présente de la manière la plus austère. Il est très ferme, très droit, très complet, avec de la chair, mais des tanins qui sont effectivement sur la fermeté plus que sur l'épanouissement. Il n'y a pas du tout le côté épanoui des 2009. Il n'y a pas non plus la fraîcheur exceptionnelle qu'on avait dans les 7 et 8. Et puis il n'y a pas le brillant des tanins et de ce côté cabernet du 6. Maintenant, ça reste quand même un vin ultra sérieux, ultra profond. C'est peut-être un long runner, puisque c'est un vin qui est beaucoup plus américain. Il est dans une personnalité, dans la droiture, dans le sérieux. Je pense qu'on peut l'oublier. Hein. Moi, c'est un vin que je laisserai longtemps en cave. Il jure un peu avec le style de Pape Clément, parce que Pape Clément, il y a toujours un côté assez charmeur, il y a la droiture, la construction, mais en même temps, il y a ce charme et cette ampleur du terroir de Pessac. Mais on verra les 2005, c'était le début des vidéos. Moi, je me rappelle ce que j'ai dit devant les vidéos, devant les premiers vins, hein, en me disant je ne comprends pas la folie qui en ce moment est en train de se produire à Bordeaux, où tout le monde dit c'est le millésime du siècle. Je pense que c'était une vaste fumisterie organisée par le négoce et un ou deux critiques américains qui avaient besoin après avoir manqué le 2003, hein, avaient besoin de... Ok, merci. 2002, nous revoilà dans un millésime qui a mauvaise réputation et pour le coup, qui a peut-être la plus mauvaise réputation du nouveau siècle. Et je pense que Michel comme moi, on a pensé que à Bordeaux, dans le Médoc et en particulier dans les Graves, et dans Pessac en particulier, c'est assez injuste. C'est même totalement injuste parce que il y a eu des phénomènes pluvieux en 2002, il y en a eu des très graves dans le sud de la France dont tout le monde se souvient, mais les terroirs
des terroirs comme ceux de Pessac, j'ai le souvenir d'un autre vin de Pessac dont le souvenir reste gravé dans ma mémoire. Ces terroirs-là ont très bien réagi. Comme toujours, les grands terroirs, ils sont plus drainants, ils sont plus réactifs, il y a des meilleures maturités et on obtient des résultats qui sont souvent, qui dépassent complètement les caricatures. Voilà. Je suis intéressé de le goûter maintenant. Voilà. Honnêtement, c'est un vin d'un plus petit format que les millésimes précédents, et même que le 2007, mais à l'intérieur de son format, il est très réussi, très équilibré, et il porte parfaitement la signature de Pape Clément. C'est-à-dire qu'on a les côtés épicés, on a le début de côté fumé, le côté légèrement cuir. On n'a peut-être pas l'envolée dans la fin de bouche des tout grands millésimes, mais on a quelque chose qui est très joli et qui a l'âge maintenant d'être bu. C'est ça qui est bien. C'est le premier vin dont on peut dire qu'il a vraiment, qu'il a atteint maintenant son apogée, comme on dit. Voilà. Il va s'y maintenir pendant quelques années, mais voilà, ça y est, on peut vraiment le boire. Ce qui lui manque, c'est la grande profondeur, c'est l'énergie en second, c'est cette distance qu'on a parfois dans les grands vins. En revanche, ce qu'il a, c'est la qualité de tanin, c'est ce soyeux de tanin et la beauté de la chair. Hein. C'est vraiment un vin qui a une chair très élégante. Mais mon petit doigt me dit qu'aujourd'hui, avec les mêmes raisins, parce que Bordeaux a continué à progresser, et même Pape Clément qui faisait déjà très bon, avec les mêmes raisins, on serait beaucoup plus proche de ce qu'on a fait en 2012. Et vous verrez plus tard, on ne goûte pas aujourd'hui, que ce qu'on a fait en 2002. Il y aurait eu encore une sélection plus sévère. C'était aussi les débuts de ce travail, des grappages très précis, etc. On a beaucoup parlé des grappages à la main, mais on a compris que la qualité de la matière première et du grain était fondamentale. Ça se retrouve quand même, il y a un soyeux de texture qui est quand même magnifique. C'est un vin qui a de la classe. C'était une année qui ne pouvait être autrement que grande. Dans toutes les régions, partout, elle était déjà consacrée année du millénium, donc année géniale, bien avant. Alors, dans certaines régions, ça a été un peu plus compliqué que ça. C'est pas le plus grand millésime de Châteauneuf-du-Pape, c'est pas le plus grand millésime en Champagne, par exemple. À Bordeaux, c'est un millésime extrêmement intense, surtout dans cette rive-là, extrêmement profond, avec des conditions climatiques qui ont été très bonnes dans l'ensemble. Et au final, c'est un millésime qui était impressionnant quand on l'a goûté jeune, et qui a toujours continué à impressionner, mais qui est dans la structure, là aussi. Oui, là, il y a du volume. Il y a du volume. Et c'est assez étonnant, parce que le vin était très généreux et assez facile d'accès jeune. Ensuite, il s'est renfermé en bouteille, c'est assez drôle, mais alors vraiment renfermé. Et pendant très longtemps, tout le monde a pensé que 2001, qui est un millésime plus tendre et moins bien estimé, était en fait meilleur. Et c'est vrai que pendant des années et des années, 2001 se goûtait mieux. Or, tout le monde se rend compte que depuis 9 mois, le 2000 est reparti dans la direction de sa naissance. C'est très curieux ce phénomène, c'est relativement récent. Et là, il commence à laisser sur place le 2001. C'est là qu'on voit quand même que les grands millésimes ont de la réserve. Mais il a eu des années, et on s'explique difficilement. C'est vraiment dans les gènes du millésime qu'il fallait qu'il passe par cette phase de renfermement. Et là, on a un vin absolument magnifique. Ouais, alors là, c'est tout ce que j'aime dans Pape Clément. Absolument. On est dans l'essence même de Pape Clément. Voilà. C'est ce côté vraiment très équilibré, très harmonieux, avec ce côté un peu ou le Cabernet, le Merlot, on ne sait pas. C'est toujours pareil. La truffe, c'est le Merlot qui la donne. Le Cabernet donne des épices et on ne sait pas. Voilà. Et c'est pour ça que c'est plus facile à comprendre que les grands médocs. Et que finalement, beaucoup d'amateurs commencent par aimer le style de vin qui est Pape Clément, ou d'autres grands Pessac-Léognan. Il n'y en a pas tellement d'autres d'ailleurs. Et je le comprends parce qu'il y a une sorte de synthèse parfaite de ce qu'il y a de meilleur dans les deux grandes écoles de vin bordelaises. Et puis il y a quand même un aspect dont il faut parler qui est lié à la personnalité de Bernard Magré et au travail qu'il a fait. Que ses équipes ont fait. Que ses équipes ont fait. On n'a pas...
dans l'esprit de certains exégètes ou pseudo-spécialistes, etc., on dit, bon, cet homme a mis beaucoup d'argent, c'est un homme du business, etc., donc il n'a pas de sensibilité, forcément, et ses vins sont stéréotypés, standardisés. On n'a pas parlé de Michel Rolland, mais évidemment, Michel Rolland travaille là-dessus, donc Michel Rolland, vous entendez, bon. Et qu'est-ce qu'on voit là? On voit quand même sur 9 millésimes, enfin sur les millésimes qu'on a goûtés, la définition d'un classicisme de terroir, d'un classicisme de propriété, de l'expression d'un grand cru. Et en fait, cet homme et ses équipes, ils ont servi ce cru. Et c'est ça qu'on ressent. Et ce 2000, il est extraordinaire là-dedans. On n'est pas dans la caricature, on n'est pas dans la standardisation, on n'est pas dans le m'as-tu vu, on n'est pas dans tous ces côtés que certains imaginent dès qu'on parle de ce type de vin. Au contraire, on est dans une pureté du cru et dans une définition de cette pureté. Millésime de qualité qui a été apprécié dès sa naissance, mais qui n'a pas été complètement facile parce que il y a eu des moments où au début de l'été on a pu craindre que le raisin ne mûrirait pas, on prenait du retard, et puis finalement ça s'est un peu rattrapé avec des merlots particulièrement jolis et des cabernets sauvignons peut-être un peu moins parfaits, un peu l'inverse du 2006 ou du 1996. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce vin, qui n'a pas l'ampleur du 2000, mais ce que j'aime beaucoup dans ce vin, c'est qu'il est dans une phase qui est la dernière partie de la deuxième partie de la vie d'un Grand Bordeaux. Est-ce que tu peux répéter parce qu'on n'a pas tout compris? Voilà. Vous avez une première vie, une deuxième vie, une troisième vie dans les Grands Bordeaux. Et là, c'est la dernière partie, dernière étape de la deuxième partie avant qu'on arrive dans la troisième. C'est-à-dire qu'on commence à aller vers le sous-bois, on commence à aller vers des arômes qu'on appelle vraiment tertiaires, hein, mais tout en conservant la fraîcheur mantelée encore de l'époque précédente. C'est assez joli, c'est assez fin. C'est des maturités de raisin qui sont moins grandes que celles qu'on a aujourd'hui, ça se sent tout de suite, en particulier pour les cabernets. Je pense qu'aujourd'hui on vendangerait les cabernets un peu plus mûrs qu'en 95, mais ça a beaucoup de délicatesse et ça a un très joli nez complexe. C'est des vins pour grands amateurs, hein. Je pense qu'on ne peut pas rentrer dedans comme ça du premier coup, et quand on a l'habitude des beaux vins de Bordeaux, c'est aussi une culture le vin de Bordeaux, comme disait Mauriac, hein, ça s'apprend, hein. C'est pas... Voilà. Et je pense que là on aime beaucoup ces éléments-là. Ouais, je suis entièrement d'accord, c'est un vin qui demande un apprentissage. Et d'ailleurs c'est amusant, on a goûté un 95 récemment d'un grand cru médocain, qui à mon avis était moins réussi que celui-là, mais qui avait une personnalité un peu similaire en matière de... J'ai compris l'histoire de la première, de la deuxième et de la troisième vie. À force d'écouter Béthane, je finis par comprendre des choses. Et ce qui est intéressant, effectivement, on n'a pas cette maturité qu'on a dans tous les millésimes des années 2000. Dans tous les millésimes des années 2000, on a l'impression que chaque grain est parfaitement ce qu'il doit être. Y compris le 2007, hein, ouais, que les gens disaient pas mûr, parce que là, du 95. Je pense qu'on a des raisins qui ne sont pas, effectivement, pas tout à fait mûrs, ou pas tout à fait avec la qualité optimale qu'on aurait pu avoir. Mais en même temps, il y a toujours cette fraîcheur, il y a ce style de Pessac qui est quand même formidable, il y a ce classicisme. C'est un vin pour connaisseurs, pour gens qui ont l'habitude de Bordeaux. Et puis c'est un vin qui aujourd'hui est délicieux à boire. On peut facilement... Souvent on dit Bordeaux c'est compliqué à table. Ça c'est un vin de gastronomie. On pourrait demander à pas mal de chefs d'exercer leur imagination là-dessus. On aurait des choses très intéressantes sur des viandes évidemment. Il tient par ces merlots et c'est ce côté pas tout à fait mûr du merlot, pas du cabernet, hein, dans ce vin que je sens. C'est plutôt le merlot qui est... Et c'est pour ça aussi qu'il va un peu vers le fumé, le lard fumé, les éléments aussi qui sont assez Pessac. C'est toujours passionnant de goûter parce que bien sûr c'est un beau vin. Bien sûr que c'est un très beau millésime de raisin mûr, c'est un millésime abondant. Et bien sûr qu'il va faire plaisir à tout le monde si on le goûte tel qu'en lui-même, tout seul.
le malheur, et c'est aussi un peu notre malheur, à nous dégustateurs professionnels, c'est qu'on fait souvent des verticales. Et c'est évident qu'on voit que dans ce grand millésime 90, on n'a pas fait le vin qu'on a fait dans le grand millésime 2000. Voilà. C'est-à-dire qu'en 90, on travaillait déjà très bien. Bernard Pujol et les équipes de Bernard Magret avaient commencé à épurer complètement Pape Clément, à lui donner vraiment toute la finesse du terroir, mais on ne sélectionnait pas. La viticulture faisait un peu plus de rendement et on ne sélectionnait pas les raisins avec autant de minutie qu'aujourd'hui. Donc on sent une très légère dilution à l'intérieur d'une matière qui est superbe, qui est très riche, qui est riche, qui est élégante, qui est subtile, qui est soyeuse. Alors là on a vraiment la soie et une petite dilution qui montre que Bordeaux travaille mieux aujourd'hui qu'hier et qui travaille beaucoup mieux qu'avant-hier et encore beaucoup mieux qu'avant-avant-hier. Tout ça pour tous ceux qui commencent à raconter n'importe quoi en disant qu'il faut retourner au vin d'il y a 30 ans. On devrait les condamner à en boire tous les jours, ces vins-là. Alors oui, effectivement, il y a une triple histoire dans ce vin. Il y a l'histoire du millésime et là, 90 confirme quand même sa grandeur parce que c'est évidemment un millésime avec du volume. On le voit bien, hein, le vin a une certaine fluidité, mais en même temps, quelle richesse, quelle soyeuse, quelle qualité de tanin. Et un peu de jus. Mais il y a du jus. Après, il y a une seconde histoire qui est l'histoire de la propriété. On voit bien qu'on est dans une première phase de progression de la propriété qui a commencé en 85-86 et là on arrive à un espèce d'optimum de cette phase-là. Mais quand on voit ce qu'il y a eu après, on voit ce que c'est que le travail de précision. C'est-à-dire que là, le gros du travail a été fait, mais maintenant, on va travailler dans la précision. Et cette précision, bah, ça donne quand même des résultats incroyables dans les millésimes tard. Et puis, il y a une dernière dimension, qui est la dimension de Bordeaux, où effectivement, Bordeaux s'est réveillé au début des années 80. Les vins des années 80 ont été incommensurablement meilleurs que ceux des années 70. Mais en même temps, on a beaucoup progressé dans les années 90, dans des conditions plus difficiles, parce que après 90, il y a eu une crise, il y a eu des années un peu difficiles, et puis 2000, il va même passer un cap dans ces grands crus. On peut parler des prix, des machins, des trucs, mais on a passé un cap qualitatif. Et puis il a fait plus beau aussi, hein, on ne peut rien y faire. Hein. Non seulement les hommes sont meilleurs, mais le climat était meilleur. Hein, bon. Et quand la conjonction des deux arrive, bah, c'est meilleur. Le dernier point quand même, c'est que ce genre de vin, c'est extrêmement plaisant à boire. Bien sûr. On dit toujours Bordeaux, c'est pas drôle, c'est machin. Quel plaisir, on a vraiment. Mais c'est un plaisir raffiné. Voilà. C'est pas un plaisir. Mais avec raffinement de vider la bouteille. Voilà. Vous savez, la fin des années 80, c'est marqué par 3 belles années consécutives. Ça n'arrive pas tout le temps à Bordeaux, donc évidemment, avec la modestie qui est la force de Bordeaux, ils ont appelé ça les 3 glorieuses. Alors tout le monde, la grande question, c'est en 91, lequel sera le meilleur, 88, 89, 90. 88 très classique dans ses équilibres, 89 très solaire, et 90 très abondant, mais solaire aussi, hein, avec une forte maturité de raisin, mais des acidités basses. Donc 88, c'est fait à la fin. Tout le mois de mai-juin, c'était traitement sur traitement pour combattre le mildiou. J'étais à Bordeaux, je peux vous dire que je n'ai jamais vu, peut-être cette année, tiens, mais cette année, ils ne peuvent même pas passer dans les vignes tellement c'est bouillé. C'était en 88, il pleuvait, mais on pouvait passer dans les vignes. Donc toutes les semaines, vous pouvez y aller, on avait du traitement. Et puis, ça a basculé en extrême fin de parcours à condition de vendanger très tard. Voilà. Et ceux qui ont vendangé vraiment très tard les Cabernet Sauvignon ont fait des vins très classiques et très jolis. Et les Sauternes ont été évidemment magnifiques parce qu'ils ont terminé, ils ont profité eux de tous les beaux cycles final. Alors dans les Graves, bah, c'était une année sérieuse, intéressante. Je trouve que ce millésime se défend très bien là aujourd'hui. Il y a une fraîcheur, il y a une qualité de tanin, il y a toujours cette fraîcheur, il y a une qualité de fruits aussi, petite note de champignon qui finalement est bien associée. Et puis on a, et c'est quand même une note qu'on retrouve partout,
une belle netteté. Hein. On est vraiment, c'est moins truffé, moins épicé que d'autres millésimes. On est encore sur une fraîcheur fruitée. Il y a du corps, il y a des tanins. Ça a été un millésime sérieux, mais qui maintenant est très ouvert. C'est un vin qui a un certain charme. 30, je ne sais plus combien, oui, 20 et quelques années plus tard, 25 ans. Je dirais que c'est celui qui ressemble le plus à une idée traditionnelle du vin de Bordeaux, peut-être un peu austère, mais avec au vieillissement et au long vieillissement, c'est-à-dire un quart de siècle. Voilà, il y a cette austérité qui maintenant se transforme en élégance. Par une légère usure de l'austérité un peu plus forte. On a dompté le tanin. Voilà, disons que une certaine forme de rudesse c'est un peu usé, et on a évidemment le terroir, mais avec des équilibres qui sont datés maintenant. C'est-à-dire que moi, quand je goûte ce vin, je me dis, tiens, ça c'est une époque où on travaillait comme ça. Voilà. Alors, il y a des gens qui sont nostalgiques de cette époque-là, même si dans leur tête ils pensent à des vins qui ont encore 20 ans ou 30 ans, qui sont 20 ou 30 ans plus vieux. Moi je pense qu'on a quand même beaucoup progressé à Bordeaux depuis. Voilà. Oui, mais en même temps, je crois qu'il faut, on ne peut pas refaire l'histoire. Non, mais non. Je crois qu'il faut, c'est aussi ça le plaisir des millésimes anciens, c'est de retrouver une époque, de retrouver des pratiques culturelles de vinification, de retrouver une philosophie du vin. Et dans cette philosophie, dans la philosophie de l'époque, je trouve que c'est un vin qui a gardé beaucoup de peps, beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'intensité, et qui marque aussi un côté, il y a un dynamisme. Il y a toujours eu du dynamisme dans Pape Clément, et on le sent, il y a de l'énergie en bouche, et ce vin, il a beaucoup d'énergie, et beaucoup d'éclat dynamique. Oui, d'accord. Il y a de la fraîcheur et de la finesse. Je ne dirais pas de l'éclat parce que non, il y a des millésimes plus éclatants, voilà, c'est vrai. C'est en finesse, mais il y a ce côté. C'est joli, oui, c'est assez bordelais. C'est un grand vin, c'est une grande propriété, c'est une des grandes propriétés bordelaises qui symbolise et qui résume bien toutes les qualités qu'on aime dans un grand vin rouge de Bordeaux. Voilà. Avec en plus sa personnalité propre. Alors, Michel l'a dit, c'est une grande propriété avant d'être le vin d'un homme, d'un œnologue, qui vous voulez, etc. C'est d'abord un cru. C'est un terroir. Il y a des terroirs à Bordeaux. Je rappelle à d'autres régions viticoles qu'elles n'ont pas le monopole du terroir. Voilà. Et là, on a clairement une définition de terroir. Ce côté truffé, ce côté précis, alors qui s'améliore évidemment dans les années, etc. Mais ce côté précis du grain et de la texture, ce soyeux de la chair, ça c'est la caractéristique de Pape Clément, c'est la caractéristique des grands Pessac. Et ça en est un exemple magnifique, vous me direz, il n'y en a pas beaucoup, mais là on est vraiment dans l'archétype et dans le très bel archétype. Le second point, qui me paraît extrêmement important, c'est quand même, encore une fois, dans la philosophie des millésimes et dans la philosophie de l'époque, combien de propriétés peuvent afficher de 88 sur 25 ans, de 88 à 2009, une telle régularité au haut niveau. Les millésimes sont différenciés, on peut avoir des préférences, etc. Mais à chaque coup, on est quand même dans le haut de gamme, dans le très haut de gamme des vins de Bordeaux. Et ça, il faut le dire, je pense qu'il faut le signaler. Bien sûr, c'est une grande propriété à la fois historique et qui s'était remise vraiment en état au début des années 80, après être passée par de très mauvaises phases. Et c'est bien, voilà, Bordeaux fait des très bons vins depuis 25 ans, et même de mieux en mieux, à mon avis, mais voilà, je suis très content d'en avoir la preuve, y compris dans une propriété qui travaillait déjà très bien il y a 25 ans. Ce qui est très intéressant, on peut quand même terminer en parlant de Bernard Magré, parce que c'est il a impulsé le point fondamental de ça, c'est que depuis 88 et même avant, jusqu'à aujourd'hui, il y a un patron, un propriétaire qui est Bernard Magré. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les millésimes du début, Bernard Magré avait d'autres activités. C'était
un industriel du vin, des spiritueux, etc. Mais il n'était pas du tout dans la logique des grands vins. Mais il a tout de suite compris à Pape Clément que c'était un grand vin et qu'il fallait le respecter comme un grand vin. Et il a travaillé ça, et je dirais qu'il n'a fait qu'affiner le processus, le process de réalisation, année après année, en soignant les détails. Alors et il s'est pris au jeu, je pense. Grâce à Pape Clément, il s'est pris avec au des jeu. grandes phases. Je pense que c'est là que son amour du grand vin est né. Je pense que Pape Clément a joué un rôle déterminant parce que c'était le siège où il était là tout le temps, ouais. Et parce qu'en plus c'était une propriété à laquelle il était très attaché, sentimentalement, et ça compte beaucoup pour lui, hein, même si on dit que de temps en temps il n'y a pas de sentiment, il est très sentimental sur certaines choses. Et c'est aussi une des caractéristiques de Bordeaux, c'est-à-dire que les Anglais vous diront qu'il n'y a pas de grand Bordeaux sans grand marchand, ils ont sûrement raison. Les Américains vous diront qu'il n'y a pas de grand Bordeaux sans gros critique, ils ont sûrement raison. Les Bordelais ou les amateurs français ont tendance à penser que les grands Bordeaux c'est forcément des grands vignerons. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il n'y a pas de grand Bordeaux sans grands propriétaires, de grands administrateurs. Depuis le comte ou le marquis de Pontac jusqu'à les propriétaires d'aujourd'hui, tous les grands Bordeaux ont été impulsés par des grands actionnaires, par des propriétaires qui y mettaient leur passion, qui y mettaient leur argent et qui prenaient des décisions. Et là, on est totalement dans Bernard Magret, il a joué ce rôle-là pendant ses 25 ans et pendant ses 30 ans, et on en voit le résultat. C'est plus que... Il y a des équipes, il y a des gens qui ont très bien travaillé, des œnologues et tout ça, mais il y a eu un cap qui a été défini.